Bonjour, le groupe TPE numéro 13 du lycée naval va vous présenter son sujet de TPE traitant de la structure de la matière et plus particulièrement de l'atome. On peut définir la matière comme la substance constituant tout corps et douée de propriétés physiques. La matière qui nous entoure est constituée de molécules et plus précisément d'atomes. Ces atomes eux-mêmes constitués d'électrons et de noyaux atomiques. Ces noyaux atomiques sont eux-mêmes constitués de protons et de neutrons. On les appelle des nucléons. On pourrait pousser un cran plus loin ce petit jeu de décomposition, car on sait maintenant que les nucléons sont constitués de quarks. Up, down, strange, bottom, charm et top. Un proton est constitué de deux quarks up et un quark down. Un neutron, lui, de deux quarks down et un quark up. Ce qui va créer la diversité entre les atomes, c'est leur nombre de protons et de neutrons. Ces éléments sont classés dans le tableau périodique des éléments, établi en 1869 par Mendeleïev. Il existe actuellement 118 éléments de numéro atomique 1 à 118. Ces éléments composent toute la matière que nous connaissons à ce jour, mais ces éléments peuvent avoir un nombre de masses différents, donnant des propriétés différentes. C'est ce que l'on appelle des isotopes. On connaît aussi d'autres particules, comme les neutrinos, les positrons, etc. Ces particules sont essentiellement observées lors des désintégrations. Par exemple, lors d'une désintégration β+, un nouveau noyau, un positron et un neutrino sont créés. Mais vous avez sûrement déjà entendu parler de l'antimatière. Chaque particule possède une antiparticule. Celle-ci possède les mêmes propriétés comme la masse ou le spin, mais possède des nombres quantiques tels la charge électrique opposée. L'ensemble des antiparticules constitue l'antimatière. En suivant ce principe, un quark aura un antiquark, un neutrino aura un antineutrino, un électron aura un antiélectron appelé positron. Lorsqu'une particule et son antiparticule se rencontrent, celle-ci s'annihile. Un électron et un positron sont antiparticules, se percutant à très haute vitesse, proche de celle de la lumière, s'annihileront, et cette réaction créera deux photons, symbole de l'énergie créée. Et d'où vient toute cette matière? D'après Hubert Reeves, astrophysicien, né en 1932 et toujours en vie, la matière de notre système solaire et de notre corps provient d'une nébuleuse qui existait avant le Soleil et qui a créé le Soleil qu'on appelle la nébuleuse protosolaire. Cette nébuleuse a acquis de la matière d'un très grand nombre d'étoiles différentes. Cependant, cette matière a bien dû se créer. Selon la théorie du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, l'univers était extrêmement dense et chaud et soumis à une forte expansion. Du fait de cette expansion, le contenu d'énergie et de particules de l'univers se libère dans toutes les directions. Cette théorie expliquait l'origine de la matière, cependant, elle commence à être réfutée, car elle se base sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Il s'agit de la matière noire. Celle-ci n'a jamais encore été observée. On ne sait donc toujours pas d'où vient la matière. Au fil des années, plusieurs types de modèles pour représenter l'atome ont été testés. Le premier homme à proposer son modèle est Démocrite. Il pense que si l'on coupe un objet à la fin, il ne sera plus possible de le couper, d'où le nom atome, du grec atomos, qui signifie insécable. Il pense donc que la matière est constituée seulement d'atomes. Pour lui, les atomes pouvaient se coller les uns aux autres grâce à des crochets, d'où le nom d'atome crochu. Démocrite prouve son explication par le raisonnement et non par l'observation comme on le faisait habituellement. John Dalton, en 1803, développe une théorie de la matière. Pour lui, la matière est constituée uniquement d'atomes, qui sont uniques pour chaque élément donné et indestructibles. Ceux-ci peuvent se combiner entre eux pour former des éléments plus complexes. Selon lui, l'atome est une sphère solide et pleine. Joseph John Thomson, en 1904, propose un modèle où l'atome est une sphère remplie d'une substance chargée positivement, dans laquelle se trouvent des électrons chargés négativement. En 1911, Ernest Rutherford présente le modèle planétaire de l'atome, où le noyau, chargé positivement et contenant la majorité de la masse de l'atome, est séparé des électrons par du vide. Ces derniers orbitent autour du noyau comme des planètes autour du Soleil. En 1913, le modèle de Niels Bohr, qui se base sur le modèle de Rutherford, fonctionne toujours sur le modèle d'un système planétaire miniature. Seulement, ce modèle comporte une différence majeure puisque l'énergie est quantifiée. Cela implique que les changements d'orbite, lorsqu'ils se produisent, se font alors par saut. En 1926, Erwin Schrödinger présente le modèle quantique de l'atome. Il n'a toujours pas été remplacé. C'est le modèle le plus abouti à l'heure actuelle, mais aussi le plus compliqué à comprendre. De plus, certains modèles antérieurs peuvent permettre d'expliquer beaucoup de choses de manière plus simple, même si celles-ci sont moins abouties. On peut donc se demander quel modèle atomique choisir.
La lumière peut être décrite comme un transport de particules, des photons. Ces photons transportent une quantité d'énergie que l'on appelle quantum, au pluriel quanta. Cette quantité d'énergie ne peut pas être égale à n'importe quelle valeur. L'énergie est quantifiée, par des valeurs discrètes représentées sur un diagramme d'énergie. Bohr avance que les électrons gravitent autour du noyau de l'atome, telles les planètes autour du Soleil. Cependant, ces électrons, en émettant une énergie électromagnétique, devraient perdre leur énergie, ce qui implique qu'ils tomberaient sur le noyau. Le physicien suppose donc qu'il existe des orbites pour lesquelles l'électron ne rayonne pas et que ceci se produit à chaque fois que la quantité de mouvement de l'atome est égale à h sur 2π. H correspond à la constante de Planck et ces orbites sont numérotées N1, N2, etc. Le modèle de Bohr coïncide donc avec l'interaction lumière-matière puisqu'il annonce que la lumière est produite suite au passage de l'électron d'un état à un autre. S'il passe à un état supérieur, il y a absorption d'un photon, alors que s'il passe à un état inférieur, il y a une émission d'un photon. Cela explique les spectres d'émission et d'absorption de raies des éléments, qui possèdent les mêmes longueurs d'onde. Le modèle ne fonctionne pas pour les atomes plus lourds. Le modèle plum-pudding de Thomson est dynamique. Les électrons sont libres de tourner dans le nuage ou gel de substances positives. Ces orbites sont stabilisées dans le modèle par le fait que lorsqu'un électron se déplace loin du centre du nuage de matière positive, il est rattrapé par une force d'attraction positive, car il n'y a plus de matériau de charge opposé dans son orbite. Une particule comme un petit trou noir subirait la même force de restauration si elle pénétrait le centre de la Terre. Une telle particule ressentant la gravité terrestre seulement dans son rayon, c'est une application du théorème de Gauss. Dans le modèle de Thomson, les électrons sont libres de tourner dans des anneaux, qui sont ensuite stabilisés par des interactions entre électrons, et les spectres devaient être considérés comme des différences d'énergie entre les différentes orbites des anneaux. Joseph John Thomson a tenté de prendre en compte dans son modèle les principales raies spectrales connues pour certains éléments, mais a échoué. De fait, le modèle de Thomson, avec un modèle similaire de type anneau de Saturne pour les électrons, est l'un des prémices du modèle de Bohr qui lui a succédé. Lucrèce est un poète philosophe d'origine romaine. Il est né en 94 avant Jésus-Christ et mort 40 ans plus tard. Il fait partie du courant de l'atomisme et il est le précurseur du matérialisme. Il écrit De Rerum Natura, qui est un poème en latin et qui compte 6 volumes. Cette œuvre s'inscrit dans la tradition épicurienne. Elle vise à libérer l'homme des superstitions religieuses et atteindre l'ataraxie, ce qui signifie la tranquillité de l'âme. Lucrèce n'émet aucune hypothèse au sujet de l'interaction lumière-matière. Maintenant, on va parler de la conservation des éléments. En effet, lors d'une réaction chimique, l'atome doit conserver ses éléments, sinon il n'est plus stable. Lavoisier énonce car rien ne se crée ni dans les opérations de l'art ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que dans toute opération il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la qualité et la quantité des principes est le même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. Bohr et Thomson reprennent le principe de Lavoisier énoncé en 1777. Il devient une loi sur laquelle s'appuient les physiciens des générations suivantes. Ainsi, Niels Bohr et Thomson, qui créent leur modèle en accord avec les lois de la physique, respectent cette loi de conservation des éléments. Ce principe constitue l'un des piliers de la chimie de nos jours. Selon ce principe, lors d'une transformation chimique, les éléments présents au début de la réaction, appelés réactifs, se retrouvent à la fin, et sont appelés produits. Cependant, l'assemblage des atomes peut différer et créer ainsi de nouvelles molécules, offrant une grande diversité d'espèces chimiques à partir d'un nombre limité d'atomes naturels. Ces atomes sont trouvables à l'état naturel et sont au nombre de 94. 6 d'entre eux sont considérés comme quasi-synthétiques, c'est-à-dire qu'ils sont présents à l'état de trace dans la nature, mais doivent être synthétisés pour être utilisés en quantité suffisante. Prenons l'exemple de la combustion du carbone dans l'air. À partir de cet exemple, on voit bien qu'au départ, on a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène, du dioxygène qui forme à la fin une molécule appelée dioxyde de carbone, composée de 2 atomes d'oxygène et d'un atome de carbone. Il y a donc une conservation des éléments chimiques. Dans son œuvre, Lucrèce traite de la conservation des éléments, en partie dans le passage suivant. Inde, de là, atque, donc, materiès, la matière, enascitur est créé, et, exit, vient au, horas, à bord, illuminis de la lumière, ubi, lorsque, cuiusque, chacun, corpora prima des atomes, inest, intervient. Atque, et donc, omnia, toutes les choses, nequeunt, ne peuvent, gigni, être engendrés, ex, par, omnibus, toutes,
a créé les choses. Quod car, inest il est, facultas une énergie, secreta secrète, in rebus dans les choses, certis immanente et fixe. À l'époque de Lucrèce, l'expérience de Lavoisier qui a amené sa théorie n'avait pas été réalisée. Seulement dans De Rerum Natura, l'auteur suggère déjà l'existence d'une conservation des éléments. Il l'a définie au vers 172 du livre premier par l'affirmation Atque omnia nequeunt gigni ex omnibus acre. Cette formule, à laquelle le présent de vérité générale vient donner de la véracité, n'est pas sans rappeler celle de Lavoisier. En effet, il avance le fait que la matière ne peut se créer à partir de rien, car il explique que la matière et le vide sont deux éléments bien distincts. Bien que le poète ne puisse prouver l'existence concrète d'une telle loi physique, il avance une idée révolutionnaire sur la matière, et ce, de nombreux siècles avant Lavoisier. Son argumentation repose sur des exemples de la vie quotidienne comme l'eau qui suinte à travers la roche ou la foudre qui traverse les toits, ce qui permet une compréhension plus facile du poème par le lecteur. Cette simplicité des exemples se met au service de l'écriture difficile de l'auteur. Ce problème est visible par la complexité des tournures de phrases et le vocabulaire vague et répétitif utilisé, comme la répétition, omnia omnibus, au vers 173. Cela s'explique par le manque de vocabulaire scientifique et la difficulté de prouver une théorie sans faits expérimentaux. Lucrèce ne fait donc pas reposer sa théorie sur une expérience scientifique rigoureuse, mais plutôt sur des suppositions qu'il appuie par des exemples connus de tous, pour faciliter la compréhension de son argumentation, déjà difficile par le vocabulaire et les tournures grammaticales. Le vide est l'absence de toute matière. Le vide absolu est donc un milieu statistiquement sans particules élémentaires. Mais nous n'avons jamais pu créer un vide total ou même constater ce que c'est. On dit souvent que l'espace c'est le vide, mais c'est faux car il y a présence de photons et de plein d'autres particules connues ou non. Par contre, nous avons pu atteindre le seuil d'un vide approximatif nommé l'ultravide, qui est de 10 puissance moins 6 voire 10 puissance moins 7 pascal. Ce vide absolu est encore impossible à atteindre à cause de la trop grande pression exercée pour pouvoir expulser les particules. En s'appuyant sur le modèle de son prédécesseur Ernest Rutherford, Bohr modifie selon la mécanique quantique et il reprend l'idée d'un atome essentiellement composé de vide. En effet, le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome et le reste sont des électrons, dont le volume est négligeable. Cette propriété de l'atome a été découverte grâce à l'expérience de Rutherford. En bombardant une mince feuille d'or, quelques centaines d'atomes d'épaisseur seulement, avec des particules alpha, plus tard appelées noyaux d'hélium, il se rend compte que la plupart passent à travers la feuille et seule une petite part d'entre elles rebondissait. 1 sur 20 000 à peu près. Les atomes sont essentiellement constitués de vide et leur charge positive se situe au centre, dans le noyau. Dans le modèle atomique de Thomson, le vide n'existe pas. En effet, l'atome est une sphère remplie d'une sorte de soupe ou de gel chargée positivement, dans laquelle sont plongés les électrons, que Thomson continuait d'appeler corpuscules. L'atome est donc décrit comme une particule pleine et ne laisse aucune place au vide. Seulement, ce modèle possède des limites. Comme précisé précédemment, Rutherford démontre en 1909 que l'atome est essentiellement constitué de vide et va donc réfuter le modèle atomique de Thomson. Toujours à travers De Rerum Natura, qui est écrit à la gloire d'Épicure et de sa philosophie, l'auteur fait aussi allusion au vide. Poro, en outre, corpora, les corps, sunt, sont, partim ou alors, primordia rerum, de simples éléments, partim ou alors, concilio, en assemblage, principiorum, datum, quae constant, qui se lie. Sed, mais, nullavis, aucune force, potest, ne peut, stingere, scinder, quae sunt, ceux qui sont, rerum primordia, des éléments premiers. Nam, car, demum, finalement, vicunt, ils résistent, solido, par l'aspect plein, et incorporé, de ces corps. Durant l'Antiquité, deux théories sur la matière s'affrontent. Tout d'abord, celle d'Aristote, émise pour la première fois par des philosophes présocratiques, dont Empédocle au 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui stipule que tout l'univers serait en réalité constitué de 4 éléments principaux, le feu, l'eau, la terre et l'air. À cette vision s'oppose celle des atomistes, qui considèrent que l'univers est constitué de vide et de matière, elle-même composée d'atomes, qui diffèrent par leur position, leur forme ou leur mouvement. Comme nous l'avons déjà dit, Lucrèce est un atomiste, ce qui implique qu'il tente de prouver l'existence du vide et de l'atome. Ainsi, Lucrèce use d'un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'il affirme sa proposition en démontrant l'absurdité de la thèse opposée. Dans ce but, il s'appuie une fois encore sur des exemples parlants et met en scène des situations invraisemblables qui surviendraient si le vide n'existait pas, comme
Squamigerum genus et volucres erum pere caelo, ou encore Armenta atque aliae pecudes, genus omne ferrarum. Il affirme aussi que l'atome est un corps plein et indivisible, nam solido vicunt ea corpore demum. Cette vision rejoint la théorie des atomistes, mais est cependant en opposition aux connaissances actuelles, car on sait aujourd'hui que l'atome est essentiellement constitué de vide. De nos jours, on utilise surtout le modèle de Bohr et de Rutherford qui sont beaucoup plus faciles à comprendre et à étudier. On aborde le modèle de Rutherford au collège en parlant des constituants de l'atome ainsi que de la disposition de ceux-ci. Tandis qu'au lycée, on parle du modèle de Rutherford mais aussi celui de Bohr avec les couches électroniques et l'interaction lumière-matière ainsi que l'émission et l'absorption quantique avec la relation de Planck. On prend le modèle de Bohr comme un modèle de référence, même si Schrödinger apporte un modèle quantique plus approfondi un peu plus tard, avec une toute nouvelle vision de l'électron. En effet, depuis 1930, on le modélise sous la forme d'une onde. On étudie surtout ce modèle à partir de Bac+2. Le modèle de Lucrèce est bien pour l'époque, même si ce modèle n'avait aucune preuve pour être affirmé. Tandis que le modèle de Thomson met en évidence l'existence de particules chargées négativement et d'un noyau chargé positivement flottant dans une substance. Alors que celui de Bohr, qui s'inspire du modèle de Rutherford, met en évidence que l'atome n'est pas plein, mais composé de vide et d'électrons gravitant autour d'un noyau. Cependant, la science ne fait pas que progresser, et elle connaît parfois des régressions au niveau des théories ou des connaissances, comme lorsque les scientifiques ont abandonné la conception de l'atome afin d'expliquer la composition de la matière pour se tourner vers une théorie beaucoup plus ancienne, celle d'Aristote des 4 éléments.